Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième séance consacrée à la séance 4 du programme de géographie des classes de 5e, intitulée, comme lors des deux séances précédentes, l'eau et le pétrole, deux ressources à ménager. La dernière fois, nous avons réinvesti nos connaissances fraîchement acquises sur le développement durable à travers une double étude de cas comparative autour de la gestion de la ressource en eau autour du bassin méditerranéen avec un scénario catastrophe et un scénario idéal. Aujourd'hui, on va passer à la mise en perspective. Grand C, l'eau potable, une ressource inégalement disponible. Je vous l'ai dit quand nous avons fait la séquence 2 de géographie de 5e qui portait sur les inégalités économiques et sociales. Je vous ai dit que les inégalités étaient avec le développement durable l'autre fil rouge, l'autre fil conducteur du programme. Eh bien, ça va encore se vérifier avec notre séquence actuelle, parce qu'effectivement, vous allez voir que l'eau potable, l'eau douce, si vous préférez, est une ressource inégalement répartie à l'échelle du monde, et donc inégalement disponible et inégalement consommée. En quoi l'accès à la ressource en eau est-il particulièrement inégal à l'échelle de la planète? Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez à l'aide du lien vidéo que je vous ai envoyé dans votre NT, téléchargez l'extrait du journal télévisé du 20h de France 2 du 13 février 2018 et vous découvrirez un reportage assez inquiétant sur une ville, et pas la moindre, en situation de stress hydrique. Je vous en dis pas plus, et vous verrez que la démarche est très géographique parce qu'après ce reportage, les journalistes ont fait une sorte de mise en perspective planétaire. Je vous en souhaite une bonne découverte et à tout à l'heure. Alors, vous le savez certainement, hein, le surnom de la Terre, la planète Terre, c'est la planète bleue, et vous savez également pourquoi, hein, c'est tout simplement parce que la Terre est composée aux 3/4 d'eau, hein, donc vu à des milliers de kilomètres, ça donne un joli aspect bleuté à la planète. Mais pour autant, la Terre, comme l'indique cette infographie, a un stock d'eau qui est limité, puisque 97% de l'eau à la surface de la planète est composée d'eau salée, donc impropre à la consommation humaine, à moins de dessaler l'eau de mer dans des usines, ce qui est faisable, on le verra d'ailleurs lors d'une étude de cas, mais bon, c'est quand même assez complexe et coûteux. Donc ça laisse moins de 3% d'eau douce disponible. Alors rassurons-nous, c'est largement suffisant pour la population de la planète, dût-elle augmenter encore jusqu'à 9 milliards. C'est une ressource qui, contrairement à ce que le 3% peut laisser entendre, est une ressource suffisamment abondante. L'eau douce, c'est-à-dire non salée, est une ressource non seulement abondante, mais en plus elle est renouvelable. Et oui, et c'est une bonne idée, c'est une bonne chose que l'eau soit renouvelable parce que, je vous le rappelle, hein, c'est la seule boisson qui soit absolument indispensable à l'homme. On peut se passer de beaucoup de choses, on peut se passer du lait, on peut se passer de l'alcool, on peut se passer de tout,
du vin, si vous voulez, mais on peut pas, du Coca-Cola même, mais on ne peut pas se passer de l'eau. Donc c'est une ressource renouvelable. Je vous renvoie à votre cours d'SVT. Le collègue d'SVT vous expliquera bien mieux que moi qu'il existe un cycle de l'eau, donc ça forme un cercle sans début ni fin, et que les océans jouent un rôle fondamental dans le cycle de l'eau. Donc c'est une ressource renouvelable. Et ça tombe bien puisque l'eau est consommée. Elle est utilisée par et pour l'activité humaine. Et à l'échelle mondiale, on voit qu'il y a 3 grands types d'utilisation de l'eau, donc 3 grandes raisons de consommer l'eau. L'industrie, les besoins domestiques et l'agriculture. Et on voit bien que la consommation la plus forte d'eau au monde est liée directement à l'activité agricole. À 70%, c'est-à-dire un peu plus des 2/3, un peu moins des 3/4 de la consommation mondiale d'eau. Alors évidemment, sans surprise, on pense tout de suite à l'eau utilisée pour arroser, pour irriguer. On l'a vu avec les 2 études de cas espagnoles et israéliennes de la séance précédente. Bon, ça tombe sous le sens, effectivement, il faut de l'eau pour faire pousser les cultures. Certaines cultures, comme le maïs, étant d'ailleurs une véritable calamité, parce que c'est une céréale qui nécessite beaucoup plus d'eau que les autres céréales. On pense aussi au riz, qui est une céréale également, et qui a besoin d'avoir les pieds dans l'eau, si je puis dire, pour pouvoir pousser, croître correctement. Mais il ne faut pas oublier que les dépenses en eau, la consommation en eau de l'agriculture est liée aussi très directement à l'élevage. Parce que le graphique que vous avez présentement sous les yeux vous le montre. Pour élever 1 kg de poulet, il faut par exemple 5200 litres d'eau. Et la taille de l'animal n'est pas forcément proportionnelle à la consommation d'eau nécessaire, parce que pour élever un porc qui est beaucoup plus gros, qui compte beaucoup plus de kilos qu'un poulet, vous voyez qu'en fait, faut finalement à peine plus d'eau par kilo pour nourrir, élever un porc que pour nourrir ou élever un poulet. Si vous vous demandez que vient faire l'insecte dans ce classement, c'est tout simplement parce que c'est plus qu'une mode, c'est une réalité de l'alimentation humaine, notamment dans les pays d'Afrique, mais aussi d'Asie, où les insectes comme les grillons sont surabondants. Et bien dans ces pays où la sécurité alimentaire n'est pas toujours assurée, on s'est rendu compte que l'on pouvait élever des insectes pour les manger, et que ces insectes ont une très forte valeur ajoutée en termes de protéines. Pour dire les choses plus simplement, c'est très nourrissant et c'est très bon pour la santé. Mais rien que pour un tout petit insecte, il faut 800 litres d'eau pour élever 1 kg d'équivalent de protéines d'insectes. Et alors la palme pour l'élevage bovin, évidemment, comme vous le montre ce graphique. Donc l'agriculture est l'activité humaine la plus fortement consommatrice d'eau pour l'arrosage, l'irrigation, mais aussi pour les besoins de l'élevage. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant l'industrie. L'industrie consomme beaucoup d'eau, y compris pour des productions auxquelles on ne pense pas nécessairement, ou alors quand on pense que ces industries nécessitent une consommation d'eau, on n'imagine pas à quel point, parce que la prise de conscience est assez récente. Mais pour fabriquer un jeans,
eh bien, il faut en moyenne entre 7000 et 10 000 litres d'eau. C'est même plutôt 10 000 que 7000 litres d'eau. Et oui, parce que la toile de jeans va passer dans de très très nombreux lavages, ne serait-ce que pour lui donner cet aspect délavé, un peu usé, qui est tellement à la mode. Et donc, c'est affolant de se dire qu'un jeans peut consommer autant d'eau. Mais c'est la vérité. L'agriculture et l'industrie sont donc deux activités humaines qui sont fortement consommatrices d'eau, 90% de la consommation d'eau à L2, mais il reste les 10% des besoins domestiques, c'est-à-dire la boisson, la cuisine, mais également tout le reste. Et vous avez ici un graphique qui concerne la France. Aujourd'hui, j'ai pas retrouvé la date exacte, mais c'est les années 2010-2020. Et comme vous pouvez le voir, on peut distinguer des postes de consommation journalière en litres par personne qui sont des postes inégaux. Par exemple, finalement, la boisson ou tout ce qui est lié à la cuisine, c'est assez faible. Guère davantage d'ailleurs que le lavage de la voiture, à condition d'avoir une voiture et à condition de ne pas laver sa voiture tous les jours, parce que vous avez des maniaques qui la lavent, pour ainsi dire, quotidiennement. Donc évidemment, dans ce cas-là, la moyenne explose. Mais par contre, on n'y pense pas nécessairement. Mais la chasse d'eau de la cuvette des WC représente une consommation journalière très importante, puisque ça représente pas loin de 50 litres d'eau par jour. Et les soins du corps, c'est-à-dire la douche ou le bain, évidemment, et l'activité journalière qui consomme naturellement le plus d'eau. Ça, je pense que vous l'avez compris de vous-même et que vous le saviez, mais c'est toujours bon de rappeler les choses, même les plus évidentes. Chaque être humain est acteur de sa propre consommation d'eau, et est-ce la prise de conscience liée au réchauffement climatique, au discours et à la meilleure connaissance du développement durable, ou est-ce aussi parce que le prix du mètre cube d'eau consommé a tendance à fortement augmenter et à peser de plus en plus dans les factures? Allez savoir, mais toujours est-il qu'une prise de conscience s'impose, en France comme ailleurs. Enfin, pas partout d'ailleurs, vous aurez l'occasion de le voir avec l'étude de cas sur les pays du Golfe, mais dans un certain nombre de pays, il y a la prise de conscience qu'il faut éviter de gaspiller l'eau, et qu'il faut donc essayer de s'efforcer de réduire sa propre consommation d'eau potable. Chacun peut être acteur de la réduction de la consommation d'eau potable. Alors, chacun d'entre nous est une fourmi, d'accord, mais un atome de la planète, mais on dit bien que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et que si chacun fait l'effort de réduire la consommation d'eau, eh bien, si 7 milliards d'habitants faisaient l'effort, ça impacterait forcément de manière bénéfique la gestion de la ressource en eau douce, c'est évident. Donc cette prise de conscience, elle se traduit à travers, par exemple, des dispositifs. On parlait de la chasse d'eau, de plus en plus vous avez des dispositifs qui permettent de tirer une petite chasse d'eau ou une grosse chasse d'eau selon les moyens. Vous pouvez installer aussi sur les robinets des éviers de cuisine ou de lavabo de salle de bain des dispositifs qui font mousser l'eau et qui permettent aussi de réduire la consommation. Donc c'est à vous, c'est à chacun d'entre nous d'agir pour réduire la consommation d'eau potable.
Et le fait est que selon des experts, alors évidemment seul l'avenir dira si ces experts avaient raison, s'ils prenaient leur désir pour des réalités ou s'ils se sont complètement trompés, mais on estime que la consommation d'eau douce en mètres cubes par an et par personne d'ici 2050 devrait baisser. Elle devrait baisser de 1500 litres d'eau à peu près, pour dépasser en 2010 les 6000 mètres cubes. Là, on en est sûr, hein, puisque 2010 c'est derrière nous, pour arriver à peu près à 4500 litres d'eau par an, pas litres d'eau, pardon, mètres cubes par an et par personne au milieu du 21e siècle. Alors en soi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une surprise, puisque vous savez que parallèlement, la population de la planète est en train d'augmenter régulièrement, significativement. Donc on devrait s'attendre à ce que la consommation d'eau en fasse autant. Mais si l'on s'étonne de la baisse sensible, hein, significative, annoncée pour la première moitié du XXIe siècle de la consommation d'eau dans le monde, eh bien, il faut déjà faire une première remarque. La première, c'est que la consommation d'eau dans le monde n'est déjà pas uniforme, identique d'un habitant de la planète à l'autre. Le français moyen, mais ça n'est d'ailleurs qu'une moyenne, consomme 140 litres d'eau par jour et par habitant. Mais si vous avez une piscine, si vous prenez 3 douches par jour, si vous lavez votre voiture tous les jours, bon, forcément, la consommation d'eau va augmenter. Mais la moyenne, c'est 140 litres d'eau par jour et par habitant. Alors, cette information n'a pas vraiment d'intérêt en soi, sauf si on la compare à d'autres consommateurs d'eau. Et on voit par exemple que par rapport à un Américain moyen, vivant aux États-Unis, finalement la consommation d'eau du Français est relativement modérée, puisque l'Américain consomme 2 fois plus d'eau par jour pour a priori les mêmes besoins, hein. Bon. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui regarde quand même moins à la consommation que l'autre. Et alors si on compare la consommation d'eau du Français ou de l'Américain moyen avec celle d'un habitant moyen du continent africain, alors là c'est la chute de la consommation, puisqu'on estime qu'un Africain consomme en moyenne 20 litres d'eau par jour, et on sait que dans les régions, certaines régions les plus arides, là où l'eau est la plus rare, la consommation n'excède pas 12 litres par jour, c'est-à-dire 10 fois moins que le français, et puis elle est 15 fois moins que l'américain. Donc c'est clair qu'il y a un rapport entre le niveau de vie, parce que le français et plus encore l'américain sont considérés comme des gens riches, à fort pouvoir d'achat, et donc à fort pouvoir de consommation d'eau. L'Africain, lui, est très pauvre, hein, et ça joue. Mais ça n'est pas qu'une question de niveau de vie, parce que ce qui fait aussi que la consommation d'eau est inégale et qu'elle va peut-être être amenée à baisser, comme l'annoncent les experts au cours du XXIe siècle, c'est aussi parce que l'eau se fait rare. La ressource se fait moins abondante. Elle est renouvelable, d'accord, mais elle peut s'épuiser. Et on l'a d'ailleurs vu avec le scénario espagnol lors de la séance précédente. Des géographes, spécialistes de la question, ont dressé 3 cartes que vous avez sous les yeux. Je vous les balance toutes les 3 en même temps, parce que l'intérêt c'est de voir l'évolution. Vous avez donc comme thématique la disponibilité en eau douce
en mètres cubes par personne et par an à l'échelle de la planète entre 1950 et 2025, avec une étape intermédiaire en 1995. Donc vous avez un petit peu moins d'un siècle de disponibilité d'eau douce sous les yeux. Et alors, j'aime bien ce genre de cartes parce qu'elles sont quand même très simples à interpréter. Hein. Des fois, les géographes font des cartes compliquées, mais celle-là, elle est simple d'interprétation. Plus la plage de couleurs tourne au vert et au vert foncé, plus la disponibilité est grande. Autrement dit, les gens qui vivent dans les pays en vert n'ont pas de soucis. La ressource en eau douce est très abondante. Bon, ils peuvent même s'autoriser à la gaspiller. Par contre, quand on est dans des couleurs roses et particulièrement des couleurs rouges foncées, alors là, on est dans des situations de manque de la ressource, de graves pénuries, et on est dans des situations au mieux de ce que j'appelais tout à l'heure le stress, ou la séance précédente de stress hydrique, c'est-à-dire l'eau manque, même pour les besoins élémentaires. Et dans les pays en rouge, ça peut même être une cause de mortalité. Parce que on pense toujours aux gens qui meurent de faim, mais il y a aussi des gens qui meurent de soif. Et ça n'est pas qu'une image. Hein. Et si on regarde donc attentivement l'évolution des trois cartes, et ben pour faire simple, on voit bien qu'en 1950, mis à part dans certains pays d'Afrique, essentiellement les pays du Sahara ou du Sahel, bon oui, on était en situation de stress hydrique, mais globalement, la situation de la planète était très satisfaisante. Pas de chance pour les Sahéliens ou les Sahariens. En 1995, la situation est largement moins bonne, puisque la situation s'est aggravée en Afrique. Mais surtout, c'est que toute la péninsule arabique, tout le sous-continent indien, une bonne partie de l'Asie centrale et de l'Asie de l'Ouest sont tombés dans une situation de stress hydrique, c'est-à-dire que la ressource en eau est devenue insuffisante. Et en 2025, ça sera encore pire parce que pour de nombreux pays, on ne sera plus en situation de stress hydrique mais en état de pénurie, c'est-à-dire que les gens seront obligés de quitter ces régions ou de mourir de soif, ou alors, s'ils en ont les moyens, comme les pays du Golfe Persique, comme les pays arabes, peut-être importer de l'eau douce, l'acheter, la faire venir, sinon la vie ne sera plus possible. Et on voit que en 2025, c'est-à-dire 2025 c'est demain, hein, l'Océanie reste en situation satisfaisante, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord aussi, mais on voit que dorénavant, l'Europe, le sud de l'Europe, même la France, pourra être considérée comme en situation de stress hydrique. Et d'ailleurs, effectivement, pour la France, hein, les agriculteurs vous le diront, déjà depuis 2015, les sécheresses, la canicule entraînent des situations qui sont embêtantes. Donc du coup, si la consommation baisse alors que la population augmente et que les besoins augmentent, eh ben c'est tout simplement parce que la ressource se faisant plus rare, les gens vont se priver d'une ressource qui est pourtant indispensable à la survie. Et comme vous le montre cette image, hein, cette photographie, vous rappelle que en Asie, en Afrique, 4 enfants sur 10 n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Et donc après, eh bien, on va aller récupérer l'eau où on la trouve, dans les mares, dans les marécages, au bord de la rivière. On va puiser les nappes phréatiques pour trouver de l'eau en sous-sol, mais cette eau n'est pas toujours potable, elle n'est pas toujours traitée, et on risque sa santé, voire sa vie, en consommant de l'eau qui est impropre à la consommation. Vous avez
des épidémies, hein, comme le choléra, qui se transmettent très facilement par de l'eau souillée. Alors que pendant ce temps-là, dans d'autres régions du monde, hein, quand on vit dans un monde inégalitaire, eh bien vous avez des gens qui ne regardent pas à la dépense, et pas uniquement pour satisfaire encore une fois les besoins vitaux, mais qui gaspillent véritablement l'eau pour leurs activités de loisirs. Et depuis, allez, une vingtaine d'années à peu près, 25 ans maximum, eh bien, les toboggans aquatiques sont devenus les grandes stars des parcs d'attractions, une activité véritablement incontournable. Et donc, je vous laisse deviner la consommation d'eau que cela peut engendrer au quotidien. Pareil, vous l'avez certainement remarqué autour de vous, peut-être même d'ailleurs que vous avez cédé en famille à la tentation d'installer une piscine. Effectivement, les piscines sont de plus en plus nombreuses et les piscines, on les remplit avec de l'eau, hein. Donc ça, c'est pas un scoop. Donc du coup, on a un monde à deux vitesses, un monde qui manque d'eau pour satisfaire ses besoins vitaux, et puis un monde qui ne regarde pas la dépense, mais pour ses loisirs. Avant d'aller plus loin, et avant d'arriver à la carte, hein, qui, je vous le rappelle, nous attend impatiemment dans le cadre de cette mise en perspective, je vais vous inviter à réfléchir quelques instants à la place de l'eau dans une société riche et à la place de l'eau dans une société pauvre. Donc j'ai mis un codage qui est assez facile à décoder, à comprendre, hein. Le bleu, ça sera pour une utilisation abondante parce que la ressource est elle-même abondante, on ne regardera pas la dépense. Le jaune, eh ben, le jaune, hein, ça évoque la sécheresse, le sable du désert, avec une ressource faible, voire insuffisante. Alors, allez-y, réfléchissez, chaque case n'accepte qu'une seule couleur. Mettez-moi sur pause, le temps de faire l'exercice, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Alors, voici le corrigé. L'Afrique subsaharienne, pas d'accès direct et permanent à l'eau, tout ça c'est l'eau dans une société pauvre, donc avec une consommation inférieure à 10 ou 20 litres d'eau par jour et par habitant, avec de l'eau qui en plus n'est pas forcément potable, qui n'est pas traitée ni contrôlée chimiquement. Hein, si vous allez la récupérer au fin fond d'un marais, hein, d'une mare, l'eau présente donc un risque sanitaire majeur. On est dans des situations de stress hydrique, voire de pénurie. L'eau est parfois indisponible même pour les besoins vitaux. Elle est donc carrément indisponible pour l'hygiène corporelle, hein, parce que si on n'a pas assez d'eau, ben, ça va être vite vu, hein. Le peu d'eau qu'on a, on va la garder pour la boisson et la cuisine, hein. On ne se lavera pas. Et l'eau est indisponible pour les loisirs, hein. C'est sûr que si on n'a pas d'eau, on ne va pas nager dans la piscine. Donc inversement, l'eau dans une société riche, eh ben, l'exemple typique c'est l'Amérique du Nord, avec un accès direct et permanent à l'eau, hein. On a l'eau courante, hein, il suffit de tourner un robinet, hein. On n'est pas obligé d'aller la chercher au puits. Donc une consommation qui peut largement dépasser 250 litres d'eau par jour et par habitant, avec de l'eau généralement potable, même parfois pour la chasse d'eau, hein. L'eau fait l'objet de traitements et de contrôles, donc a priori pas de risque grave pour la santé lié à l'eau. Mais il peut maintenant arriver, comme on le voit dans notre cher département de l'Allier par exemple, qu'on peut avoir des situations de stress hydrique ponctuelles avec des sécheresses d'été. Mais malgré tout, l'eau reste largement disponible pour les besoins vitaux, hein, comme la boisson. L'eau est disponible pour l'hygiène corporelle et l'eau est massivement consommée pour les loisirs. C'est-à-dire tout le contraire de la place de l'eau
dans une société pauvre. Alors, il est temps de passer à la carte, puisque nous sommes dans la mise en perspective. Nous allons donc construire une carte, mais pour pouvoir construire une carte, encore faut-il pouvoir s'inspirer d'une autre carte. Donc, nous allons commencer par regarder attentivement celle-ci qui nous servira plus ou moins de modèle. Donc le thème de cette carte qui remonte à 2014, donc ce sont des chiffres récents, tout à fait exploitables, qui n'ont pas beaucoup changé, j'imagine, depuis, met en valeur la ressource en eau douce par état, par habitant, en mètres cubes et par an. Et donc il y a une sorte de réglette constituée des plages de couleurs. Plus on va vers le rouge, plus on va vers une situation dramatique de stress hydrique et plus grave encore de pénurie, c'est-à-dire d'absence totale d'eau qui condamne les gens soit à mourir de soif, soit à déménager, donc le choix est vite fait. Et à l'inverse, de l'autre côté, on arrive sur du bleu très foncé, où là la ressource est abondante, voire surabondante. Et si on regarde très rapidement, enfin, même d'ailleurs moins rapidement en détail la carte, on se rend compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Autrement dit, tout le monde n'a pas le droit au même accès, hélas, à la ressource en eau douce. Quand on vit dans les deux Amériques, Amérique du Nord ou Amérique latine, on n'a pas de problème particulier. Situation peut-être un peu tendue sur l'île de Cuba et au Mexique, mais rien de dramatique. Par contre, même chose pour l'Océanie et en grande partie pour l'Europe. Mais ceci dit, en Europe centrale, notamment en Allemagne, c'est pas très loin de la France, en Europe de l'Est, on a ponctuellement des situations de stress hydrique, notamment l'été avec la sécheresse, voire de pénurie. Donc il faut importer l'eau, il faut la faire venir, oui, il n'y a pas le choix, il faut la faire venir d'ailleurs. Donc c'est pas une situation confortable, comme quoi ça n'est pas qu'une question de richesse, parce qu'effectivement Amérique du Nord, Océanie, Europe, on peut se dire bon, ce sont des gens riches, oui, mais c'est pas parce qu'on est riche qu'on ne manque pas d'eau. Simplement on a les moyens de la payer fort cher et de la faire venir. Par contre, quand on vit en Afrique ou quand on vit en Asie de l'Ouest ou dans le sous-continent indien, là, la situation se pose différemment. Quand on est très pauvre et qu'on est en situation de stress hydrique, voire de pénurie, là, la vie peut devenir extrêmement inconfortable. Les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, c'est différent. Parce que vous allez voir, ils n'ont pas d'eau, ce qui ne les empêche pas d'en surconsommer, tout simplement parce qu'ils ont les moyens de l'acheter, de la faire venir, ou alors d'aller la chercher dans la mer en la dessalant. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Alors, il est temps de construire notre carte. Nous la construirons d'ailleurs en deux fois, en deux parties. C'est pour cela que vous allez avoir besoin de la planche 6 disponible sur votre VNT, car pour ne pas multiplier les cartes, j'ai décidé de mettre ensemble sur le même planisphère des informations ayant trait à l'eau, mais aussi des informations ayant trait au pétrole. Donc aujourd'hui on va commencer avec l'eau douce. L'eau, une ressource vitale, ça correspond aux deux premières colonnes de la légende, si vous avez la planche sous les yeux. Et je vais vous demander de commencer par replacer quelques éléments de repérage qui serviront aussi bien pour l'eau que pour le pétrole ou l'énergie. À savoir les océans, l'océan Pacifique 2 fois, l'océan Atlantique, l'océan Indien, et je vais vous demander aussi de replacer les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie et Océanie,
respecter la typographie, c'est-à-dire des grosses majuscules bleues pour le relief maritime, des majuscules moins importantes et en noir pour les continents. Mettez-moi sur pause, le temps de faire le travail tranquillement. Alors en vert, on va faire apparaître les régions du monde, les pays ou les régions pour lesquelles la disponibilité de la ressource en eau douce est satisfaisante. Donc le voyant est au vert. Donc ça concerne la quasi-totalité de l'Amérique du Nord, la totalité de l'Amérique du Sud, en simplifiant un peu, la moitié sud, une grosse moitié sud de l'Afrique, plus exactement l'Afrique centrale, l'île de Madagascar et puis les pays qui bordent le golfe de Guinée, la totalité de l'Europe, même si on a vu tout à l'heure que l'Europe centrale, l'Allemagne pouvaient se retrouver ponctuellement en situation de stress, mais bon, globalement, la situation est quand même favorable. Et puis l'Asie du Sud-Est. Quant à l'Australie, ben, comme vous pouvez le voir, elle est coupée en deux. Et n'oublions pas, donc c'est la moitié la plus orientale, la plus à l'est qui est en situation satisfaisante. Et puis n'oublions pas le Japon. Et l'Asie de l'Ouest aussi. Voilà, il faut mettre tous ces pays en vert pour lesquels la disponibilité de la ressource est très satisfaisante, ou au moins satisfaisante. Ensuite, les pays pour lesquels la situation est moins satisfaisante peut donner lieu à des situations de stress hydrique ponctuelles ou permanentes, hein, comme on l'a vu pour la ville du Cap, en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant si l'Afrique du Sud est dans cette situation. Les pays de la bande sahélienne aussi, plus au nord, toujours en Afrique, l'Éthiopie. En Amérique du Nord, le nord du Mexique, la moitié nord du Mexique, mais aussi la Californie, le Texas, l'ouest du Texas, c'est-à-dire le sud-ouest des États-Unis d'Amérique. Le littoral méditerranéen de l'Espagne, et oui, rappelez-vous l'étude de cas sur le fleuve du Tage qui est en train de mourir à petit feu. Et puis c'est tout pour l'Europe. Et puis après, eh bien, on aura affaire au sous-continent indien, Pakistan, Inde, la Chine, qui n'est pas dans une situation très satisfaisante, et c'est quand même la Mongolie, et c'est quand même embêtant parce qu'on a avec l'Inde et la Chine, je vous le rappelle, les deux pays les plus peuplés de la planète. Et tout ce qui n'est pas en vert ni en jaune finira en rouge, et donc on a le nord de l'Afrique, c'est-à-dire tout le sud du pourtour méditerranéen, les pays de la péninsule arabique, même si vous verrez que la situation n'est pas dramatique pour les habitants pour autant. L'est de la Corne de l'Afrique, avec la Somalie par exemple, l'Égypte. Et puis la moitié, une petite moitié ouest de l'Australie. Alors on voit bien que la grande majorité des pays sont en vert ou en jaune, mais néanmoins la situation commence à devenir malgré tout un peu inquiétante. Alors, je fais une petite pause dans la confection de la carte avant d'aborder la deuxième partie de la légende. Laissez-moi vous présenter Muguette, sympathique vache helvétique, hein, une vache suisse,
qui manquait d'eau. Nous étions à l'été 2015, hein, il y a eu une sécheresse, il y a donc eu une situation de stress hydrique ponctuel en France, mais aussi en Suisse, pays frontalier. Et on a vu quelque chose qui normalement n'arrive jamais, qui ne devrait pas arriver du moins, qui pourrait potentiellement être une situation de casus belli, c'est-à-dire une situation de guerre. Alors je vous rassure, hein, on n'en est pas arrivé à la guerre, ça ne risquait pas d'arriver, mais on a vu l'armée suisse venir voler de l'eau en France, dans un lac du Jura, à plusieurs reprises, avec des hélicoptères. On a vu les militaires suisses venir puiser de l'eau dans un lac du Jura, pour venir, pour pouvoir faire boire les vaches des agriculteurs suisses de l'autre côté de la frontière qui manquaient désespérément d'eau. Alors ils ont essayé de le faire en douce, mais bon, des hélicoptères ça passe pas franchement inaperçu. Donc la Suisse a fini par présenter ses excuses au gouvernement français. Et là on a un exemple, bon, presque comique parce que c'était très ponctuel et encore une fois ça risquait pas de dégénérer en conflit armé. Mais on a un exemple de ce qui pourrait arriver si l'eau venait à manquer entre deux pays. Il pourrait y avoir des conflits de l'eau. Et vous allez voir que dans le monde, il y a des conflits qui peuvent potentiellement être plus graves et qui ne concernent pas que Muguette la vache suisse. Alors ces conflits liés à l'usage de l'eau, je les ai mis, c'est les croix noires. Alors il n'y en a pas partout dans le monde, mais il y en a quand même beaucoup en Afrique et en Asie, c'est-à-dire dans les régions où on est en stress hydrique, voire en situation de pénurie. Donc par exemple le Rio Grande, le fleuve du Rio Grande qui sert de frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique, eh bien les Mexicains accusent les Américains de puiser plus que nécessaire dans le fleuve mexicain pour leurs propres besoins. Même chose avec le fleuve du Nil, qui donne des tensions entre l'Égypte et le Soudan, par exemple. Même chose entre les Israéliens et les Jordaniens en ce qui concerne le fleuve du Jourdain. Et même chose aussi, là ça pourrait être plus grave vu les relations très très mauvaises, très dangereusement mauvaises qu'ont les Pakistanais et les Indiens au sujet de l'Indus dans le nord du pays, dans le nord de l'Inde, là dans la région du Cachemire, et puis aussi pour l'autre fleuve indien du Gange, où là les Indiens et les Bangladeshis s'accusent mutuellement de voler l'eau de l'autre. Donc ça crée des tensions. Et on nous prédit, si jamais... et pas que dans les romans de science-fiction, on nous prédit de possibles guerres de l'eau si l'eau venait à manquer. Scénario catastrophe, mais après tout. Alors, rajoutons à cela deux informations. Les losanges que je vais vous demander de repasser en bleu concernent des pays qui sont souvent en situation soit de stress hydrique, soit de grave pénurie, et qui sont des pays littoraux, qui ont des littoraux, qui sont donc bordés par des océans ou par des mers. Et là, pour ces pays, il y a une solution qui est un peu une solution de facilité, qui consiste à dessaler l'eau de mer, désaliniser plus exactement, c'est le terme, l'eau de mer. Alors c'est un procédé qui visiblement est au point, hein, dont abuse un pays comme l'Arabie Saoudite par exemple, on aura l'occasion d'y revenir. Donc ça permet de régler le problème de la ressource, de la disponibilité de la ressource. Par contre ça en crée d'autres, parce que outre le coût faramineux de l'opération, les usines de dessalement d'eau de mer sont très polluantes. Et puis une dernière information, c'est le pourcentage par continent ou par région du monde de la consommation d'eau mondiale. Et on voit bien que l'Afrique, par exemple, c'est 4% de la consommation d'eau mondiale, alors que l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants, c'est-à-dire un habitant sur 7. Donc là, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. La consommation africaine d'eau est anormalement basse, mais encore une fois, elle est anormalement basse
parce que c'est pas que les Africains n'ont pas envie de consommer de l'eau, c'est tout simplement que l'eau est très rare sur leur continent. Alors que par contre, les Nord-Américains représentent à eux seuls pratiquement 20% de la consommation d'eau douce dans le monde, c'est-à-dire un cinquième, et là, pour le coup, on voit bien qu'ils surconsomment, comme les Européens d'ailleurs, hein, qui sont pas loin derrière, avec 15%. Voilà, et bien, pour aujourd'hui, la carte est terminée. Alors, quels sont les principaux chiffres clés à retenir de notre mise en perspective sur l'eau potable? Eh bien d'abord, le fait que l'eau douce, oui, l'eau potable ou l'eau douce, ça représente seulement 3% de l'eau présente à la surface du globe. Le reste, c'est de l'eau de mer. Ensuite, 250 litres d'eau consommés par jour et par habitant, en moyenne, dans le monde. Et puis 2,5 milliards d'humains, c'est-à-dire quand même un tiers de la population de la planète, vit en situation ponctuelle ou quasi permanente de stress hydrique. Et ça, c'est pas le chiffre clé le plus rassurant. Voilà, nous sommes arrivés en fin de séance. C'est le moment de la trace écrite, autrement dit de la leçon, que je vais lire avec vous et pour vous. Leçon intitulée L'eau potable, une ressource inégalement disponible. Précieuse car unique boisson vitale pour l'homme, l'eau douce est une ressource abondante et renouvelable à l'échelle de la planète grâce au cycle de l'eau, même si elle ne représente que 3% de l'eau disponible. L'agriculture est à elle seule responsable de 70% de la consommation d'eau douce dans le monde, loin devant l'industrie et les besoins domestiques. La consommation mondiale d'eau douce, évaluée à 250 litres par jour et par habitant en 2018, révèle de fortes inégalités. Un Américain, des États-Unis, consomme 15 fois plus qu'un Africain chaque jour. Malgré l'augmentation de la population, la consommation d'eau mondiale devrait pourtant baisser d'ici 2050 à cause de la raréfaction de la ressource. La raréfaction, la rareté. En effet, 800 millions d'humains n'ont pas d'accès direct à l'eau potable et 2,5 milliards d'autres êtres humains sont en stress hydrique en Afrique du Nord, dans le sous-continent indien, en Asie centrale, etc. La gestion de la ressource provoque des conflits d'usage entre activités agricoles et touristiques, voire entre États. Pensez à Muguette, la vache suisse. La raréfaction de l'eau douce, due au gaspillage de la ressource, provoque une prise de conscience, pas chez tout le monde malheureusement. Gérer durablement l'eau douce est ainsi devenu un enjeu majeur à l'échelle de la planète. Et bien voilà, nous en avons donc fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons du pétrole. D'ici là, passez une bonne journée et si vous croisez Muguette, faites-lui une bise de ma part, sur le museau.